Good morning, everyone. Once again, my name is Abra Bonjour Shwag. à tout le monde, encore une fois, je m'appelle Abra Shvag et je serai l'animatrice pour cette session qui s'appelle L'immigration canadienne pendant l'ère de la COVID-19. Un plaisir de vous avoir avec nous. Avant de présenter nos orateurs invités, je voudrais répéter quelques enjeux logistiques. Cette session va durer 1 heure ou un peu plus pour les questions et dû à la limite de temps, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais nous prenons note et nous vous reviendrons plus tard si nécessaire. Si vous avez des questions à poser, vous allez à Slido, vous écrivez votre question là-bas. Les autres participants peuvent voter pour une question et si l'on vote, la question va vers le haut. Le lien de Slido se trouve sous la description de la session. Vous pouvez écrire votre question à n'importe quel moment, mais sachez que nous allons vous répondre seulement lors de la foire aux questions. Si vous avez des questions spécifiques pour les orateurs, veuillez mettre leur nom à côté de votre question. Veuillez utiliser la boîte à clavardage publique pour partager vos idées avec d'autres participants. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas avoir les questions sur la boîte à clavardage publique parce que nous vous encourageons à utiliser Slido pour cela. Voilà ce que je voulais vous rappeler. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter les orateurs de cette session qui vont parler de l'immigration canadienne lors de l'ère de la COVID-19. Premier invité plutôt, le professeur Dan Hibert, qui est professeur de géographie à l'Université de la Colombie-Britannique, qui se spécialise aux politiques publiques. Il est membre du groupe du sous-ministre du conseil consultatif du sous-ministre d'IRCC et il participe à des projets internationaux concernant la migration, la diversité avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Après cela, nous aurons Caitlin Imrie, qui est directrice générale de politique d'établissement et intégration à IRCC. Et avant ce rôle qu'elle a pris en octobre de 2020, elle a occupé plusieurs postes à IRCC comme chef du personnel du sous-ministre, directrice générale intérimaire en français, directrice générale de citoyenneté et passeport et directrice générale de la division de santé en immigration. Veuillez me joindre maintenant à accueillir le professeur Dan Hibert. Merci beaucoup, Abra. Et merci aux organisateurs de la réunion et bien évidemment, merci à tous ceux qui vont m'écouter. Ce que je vais faire pendant cette demi-heure est de parler des niveaux d'immigration pendant l'ère de la COVID. J'ai un ordre du jour à partager avec vous. Alors d'abord, on doit savoir qu'est-ce que nous devons savoir, nous, ceux qui travaillons avec des enjeux d'immigration et surtout ce que les immigrants potentiels doivent savoir en ce moment. C'est le principe général qui doit nous guider. Et après cela, je vais commencer par reculer un peu et voir ce qui s'est passé au passé avec l'immigration quand on a eu des récessions économiques. Après cela, je vais passer au présent. Je vais parler des données de la main-d'œuvre que nous voyons à partir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je parlerai plus tard de ce qui se passe avec l'immigration pendant la crise de la COVID et finalement des idées finales concernant la question clé, ce que les immigrants potentiels doivent savoir quand on pense à ces enjeux. Alors, 1 minute ou deux concernant le passé. Cette diapo à cette image, ce graphique lilas au bas qui parle du chômage au Canada de 1980 au 2018. Et vous voyez que le taux de chômage a de grands changements. Et ces changements ont eu surtout lors des économies, les crises d'économie début des 90, après un déclin, après début des 90, une autre récession, cela augmente et après cela, ça a diminué, c'est stabilisé pendant un certain temps et après, le chômage augmente lors de la récession d'à peu près 2009-2010.
Alors, qu'apprenons-nous par rapport à ce qui se passe pendant ces récessions? Tout d'abord, le début de la récession est quelque chose de rapide et la relance est lente. Le début rapide, la relance lente. Deuxième chose, et je vais vous parler de cela plus tard aussi, les groupes dans des situations plus précaires de l'économie tendent à souffrir le plus. Et en fait, il existe un terme qui a été créé pour parler de cela et qui s'appelle euh, la cicatrisation économique, les gens qui doivent attendre longtemps pour trouver de l'emploi, trouver des emplois qui paient moins que d'autres. Et ce qui inquiète aussi est le fait que ce type d'effets pendant les récessions antérieures ont été amplifiés pour de nouveaux arrivants plus qualifiés. Donc, ceux qui sont arrivés avec des compétences plus basses et des attentes plus basses ont pu trouver du travail qui est bien évidemment mal payé, mais quand même, ils ont pu trouver du travail, tandis que pendant les récessions, les plus qualifiés ont eu plus de difficultés à trouver du travail, surtout du travail qui se passe au Canada. C'est ce qu'on a vu au passé. Ceci est un peu difficile comme diapo, mais je pense que c'est peut-être l'un des messages les plus importants de n'importe quel diapo que je vais vous montrer ce matin. Ceci a été créé par un économiste et quelques autres chercheurs dans le gouvernement du Canada, Feng Hu, Garnet Pico et Zhu Zhang. Et on l'a publié il n'y a qu'un mois à peu près. C'est un rapport très important qui s'appelle Les résultats du marché de travail des immigrants pendant le confinement de la COVID-19. Et ce qu'on voit dans le graphique du côté droit, c'est qui regarde ce que gagnent les nouveaux arrivants et ils font un suivi de ce qui s'est passé avec ceux qui sont arrivés pendant la récession des années 1990. Ceux qui sont arrivés avant, c'est le bleu, le rouge, c'est quand la récession commençait, et les autres couleurs, c'est pendant la récession. Et le graphique vous montre qu'ils ont pris toutes ces années et les ont toutes poussées pour vous montrer ce qui s'est passé avec les gens du point de vue de leur gain médian 1, 2, 3, jusqu'à 20 ans après leur arrivée. Et le grand message sur ce graphique est un message que nous devons comprendre. La différence en gain pour ceux qui sont arrivés avant et pendant la récession est 25. Donc, il y a une pénalité de 25 pour les immigrants qui sont arrivés pendant la récession. Alors, vous penseriez, bon, ben, espérons que cette situation a amélioré pendant le temps. Malheureusement, ça n'a pas amélioré dans un certain sens. Ils ont gagné davantage, les immigrants, mais il y avait toujours un écart pour ceux qui sont arrivés avant et pendant la récession qui a duré même 20 ans plus tard, c'est-à-dire même 20 ans plus tard, les immigrants qui sont arrivés au début des 90 lors de la récession gagnaient à peu près 25 moins que sont ceux qui sont arrivés avant la récession. Donc cela est quelque chose de très défiant comme indication du point de vue des cicatrices économiques à long terme des immigrants qui sont arrivés pendant la récession. Et cela est quelque chose de très clair de ce que tout le monde veut éviter pour ce qui va se passer pendant les prochaines années, n'est-ce pas? On ne veut pas de répétition des types de problèmes qui ont été évidents au début des 90. Et quelque chose de moins triste, c'est que cela ne s'est pas passé lors de la récession de 2009. 2010. On n'a pas eu d'impact sur les salaires et les gains des immigrants pour ceux qui sont arrivés pendant cette récession. Donc, on a deux exemples d'une situation très difficile et une autre qui n'a pas été si difficile. Bon, c'était le passé là. Maintenant, parlons de ce qui se passe avec cette récession. Et bien évidemment que la chose est qu'on ne gère pas seulement une crise économique, on gère aussi une crise de santé et aussi ce qu'on peut appeler une crise d'immobilité, dans le sens que c'est la première récession dans laquelle les gens du monde entier ont
été indiqué qu'il faut rester là où ils sont. On a l'immobilité, les clôtures frontalières, les restrictions de voyage, la distanciation sociale et on a une crise qui a à voir avec une crise de santé. Donc, on a des besoins massifs de santé, on a aussi des risques élevés pour les travailleurs de première ligne et aussi, c'est tellement comme cela qu'on a passé en revue notre concept de ce que sont les travailleurs essentiels. Un autre aspect bizarre de cette récession a été que les milieux de travail ont été éparpillés parce que, bien évidemment, c'est trop risqué médicalement pour que les gens soient dans les mêmes bureaux comme auparavant. Et cela a eu des défis assez défiants par rapport aux efficacités du milieu de travail. Si on met le tout ensemble, on a un résultat inévitable qui est que l'immigration et les modèles de migration se sont vus massivement affectés pendant cette récession, beaucoup plus qu'auparavant. OK. Alors, passons maintenant aux statistiques de ce qui se passe pendant cette crise de santé et d'économie. Je vais commencer avec le sondage de la main-d'œuvre du Canada de janvier de cette année. Ce qu'on voit dans ces données, c'est des impacts très inégaux parmi les gens dans le marché du travail du Canada, surtout les immigrants et surtout des femmes immigrantes vont faire face plus que les autres à perdre leur travail. Et c'est vrai que les groupes racialisés ont une pression ajoutée dans le marché du travail du Canada en ce moment. Et aussi, on a eu un impact surprisamment difficile sur les jeunes. Donc, regardons les images. Et je comprends que tous ceux qui veulent ces diapos peuvent les obtenir. Je ne sais pas comment on va les distribuer, mais on aura un mécanisme euh, euh, par où vous aurez ces images. OK. Ceci montre les différents taux de chômage de, dans la ligne de pointé noir, c'est tout le monde. Le vert, c'est les gens qui sont nés au Canada. Après cela, la ligne grise, les immigrants récents, la couleur or sont ceux qui sont là, ça fait 5 et 10 ans, et la ligne bleue des immigrants qui sont au Canada pendant plus longtemps. En fait, ça devrait être plus de 10 ans et non pas plus de 20 ans. Et vous le voyez très clairement, les nouveaux arrivants ont des taux de chômage beaucoup plus élevés que la population canadienne en général, et cela reste consistant pendant la récession. Peut-être ça va un peu mieux pendant les mois récents, mais en général, les nouveaux arrivants ont eu des emplois beaucoup plus précaires et ont vu des pénalités plus grandes dans l'emploi pendant la récession. Et pour un autre type de groupe important, ce graphique ne regarde que les immigrants et les immigrants qui étaient à l'âge de 20 à 54 et l'expérience différente des hommes et des femmes dans le marché du travail au Canada. Donc, les immigrants, des hommes et femmes dans ce groupe de 20 à 54. L'orange, c'est les hommes, le bleu pointillé, c'est les deux, et le gris, c'est les femmes. Et vous voyez que la récession a affecté surtout les femmes. Peut-être c'est un gain là, que ça s'est amélioré un peu pendant les mois récents. Et dans les derniers mois, on a vu un grand écart dans les taux de chômage qui ont été plus prononcés pour les femmes que pour les hommes. Troisièmement, je n'ai pas de graphique là-dessus, mais en janvier, nous avons vu des statistiques qui ont analysé les populations racialisées au Canada. Et en général, en janvier de 2021, 9,4 % des Canadiens étaient en chômage, mais ceci a un peu diminué, était plus bas plutôt pour ceux qui étaient des minorités non visibles, non autochtones, c'est-à-dire des Canadiens blancs, 8,9 % après cela. Pour des groupes racialisés, vous pouvez voir que c'est un peu plus élevé le taux de chômage. Pour ceux de l'Asie du Sud-Est, 20 %, les, les gens de l'Amérique latine et les Noirs, à peu près 16,5 %. Donc, il y a un autre différentiel comme résultat pendant cette récession. Et finalement, cette récession a été spécialement difficile pour vous. Ce graphique prend pour toutes les cohortes de 5 ans de Canadiens dans le marché du travail
combien d'emplois étaient là en janvier de 2020 versus janvier de 2021. Et si vous avez dépassé l'âge de 25, c'est là où les choses changent dans ce graphique. Si vous avez plus de 25 ans, votre possibilité de perdre un emploi pendant la récession est d'à peu près 3 Si vous avez moins de 25, votre possibilité de perdre votre emploi est d'à peu près 15 important. Donc, l'impact est énormément lié à l'âge dans le marché du travail canadien et ça ne m'étonne pas que les médias n'aient pas parlé de cela. Les autres problèmes ont été mentionnés par les médias, mais pas particulièrement celui-là. Le dernier point concernant le marché du travail canadien, et je trouve que celui-là est particulièrement clair, parmi tous les Canadiens au chômage que vous voyez dans la partie grise, ceux qui travaillent moins de la moitié de ce qu'ils travaillaient avant sont visibles en gris. Donc, eh bien, vous voyez que lorsque la récession arrive, ce chiffre augmente et ensuite diminue petit à petit. Mais cela signifie que près de 4 millions de Canadiens sont soit au chômage, soit travaillent la moitié de ce qu'ils aimeraient pouvoir travailler. Donc, c'est une quantité de Canadiens énorme qui cherchent du travail sur le marché du travail en ce moment même. Et évidemment, au fur et à mesure que les immigrants arrivent, c'est la réalité à laquelle ils font face pour tous les nouveaux arrivés. Très bien. Passons maintenant à quelques graphiques supplémentaires pour expliquer ce qui se passe en termes d'immigration et de migration en particulier pendant la récession. Je sais qu'ici, vous êtes particulièrement attaché aux questions avant l'arrivée. Toutefois, c'est intéressant de pouvoir évoquer cette question également. Donc, l'aspect temporaire, si l'on considère l'aspect temporaire, il y a trois intérêts ici. La recherche d'asile, la migration de travail et la migration académique pour des questions d'éducation. Donc, la migration pour des questions de travail est particulièrement diminuée ces derniers temps, récemment, et celle en recherche d'asile a particulièrement augmenté. Donc, vous voyez ici un graphique particulièrement, visuellement complexe, mais ce qui m'intéresse pour vous, c'est que vous regardiez qu'ici en 2018 et jusqu'à la fin de 2020, eh bien, vous voyez une sorte de rythme, n'est-ce pas, en termes d'immigration qui arrive et également comment cela diminue généralement en hiver. Mais ces derniers mois de 2020, vous voyez comment cela a augmenté de manière significative et c'est quelque chose d'assez intéressant et je crois que cela montre la possibilité de plus de transition vers une migration temporaire, d'une migration temporaire vers une migration permanente. Et cela vous voyez ici que les mois précédents, ces grandes barres ont été aussi inférieures, ce qui peut expliquer cette augmentation. Toujours est-il que si vous regardez ici et que vous comparez les 8 mois de la pandémie, depuis décembre 2019 jusqu'à avril à décembre, d'avril à décembre, eh bien, vous voyez que nous avons, nous sommes passés de 348 980 à 225 365 admissions pour les étudiants. Et la structure a également, par contre, été assez semblable. Il n'y a qu'un pays qui est sorti des 10 principaux pays et un autre qui est rentré, c'est la Taïwan et Hong Kong. Donc,
voici les étudiants internationaux qui sont les plus intéressés pour venir au Canada. Et puis, vous voyez à présent les personnes qui recherchent l'asile. Eh bien, entre 2018 et 2020, nous avons à peu près 6000 personnes et les couleurs des barres correspondent, indiquent comment les personnes présentent leurs demandes. En bleu, vous voyez les personnes qui ne viennent plus qui viennent au Canada en par avion, chose qui est particulièrement diminuée au cours de 2020. Et passons maintenant à l'aspect permanent des migrations. Nous allons nous intéresser aux différents niveaux, d'où proviennent, depuis quel programme les personnes réalisent leurs demandes, et également les questions de transition depuis l'immigration temporaire à permanente. Et voici d'ailleurs un graphique qui donne une idée des admissions et cela vous donne également une idée des catégories. Commençons par les niveaux. Vous voyez que chaque mois, à peu près, depuis le début de 2018 et jusqu'au début 2020, il y a à peu près 7500 personnes qui demandent, qui arrivent, et quelque chose qui a énormément augmenté en 2019 et diminué tout particulièrement forcément en avril 2020 pour remonter petit à petit. Il y a certains chiffres de l'IRCC qui n'ont pas encore été rendus publics, donc je n'ai pas pu les ajouter, mais je pense que nous sommes revenus maintenant à 6000. Les choses reviennent petit à petit à la normale en termes de nombre. C'est un point qui me semble très important et comme vous devez tous le savoir, l'objectif est d'arriver à 400 000 au cours de toute l'année. Et puis, vous voyez également les réfugiés. Je vais vous m'étendre un peu plus sur cette question grâce à ce tableau. Ici, vous voyez les 3 catégories économiques en bleu, et puis les familles en jaune et les réfugiés en vert. Et puis, je compare entre la moyenne avant la pandémie, la moyenne pendant la pandémie et le ratio de ces 2 chiffres. Et comme vous pouvez voir, à part cette exception ici, les chiffres sont assez semblables. Donc, nous n'avons pas vu de véritable changement en termes de type d'immigrants qui arrivent au Canada. Et voilà encore un autre graphique particulièrement dense, mais cela vous donne une idée des régions du monde entier. Je pense que cela est plus simple à voir de cette manière, sous cette forme de ce tableau. Vous voyez les 20 premiers pays d'où arrivent les résidents permanents. Et encore une fois, je souhaite souligner le contenu de ces 2 colonnes. La source d'immigration au Canada n'a pas véritablement changé pendant la pandémie. Les chiffres sont inférieurs, mais les pays n'ont pas changé. Dernier point statistique qui me semble intéressant concernant les tendances pendant cette pandémie. Eh bien, le fait que le Canada ait toujours cherché à passer des interprètes, des résidents, permettre à des résidents temporaires de devenir des résidents permanents, eh bien, vous voyez que cela permet également d'avoir
plus de résidents permanents. Vous connaissez tous ces résultats et les visas. Vous voyez ici les premiers visas dont disposaient les résidents permanents et en vert, les nouveaux permanents qui avaient un visa de résident temporaire au moment d'arriver au Canada et qui ont obtenu leur visa permanent. Donc, vous voyez que pendant la pandémie, cela a particulièrement augmenté avant de tomber drastiquement. Et puis, cela est finalement remonté vers la fin de 2020. Donc, voilà les tendances clés que nous avons pu voir pour la situation au Canada. Un dernier commentaire concernant les statistiques, puis je passerai à la conclusion de ma présentation. Qu'en est-il de l'intérêt du Canada et de ses services dans le futur? Eh bien, cela est intéressant si nous considérons les personnes qui recherchent des informations sur le site web de l'IRCC. Et j'ai fait quelques analyses en fonction du nombre de visites du site web. Et vous voyez que depuis 2019, les personnes ont regardé en gris vous voyez en gris les visites des personnes qui se sont demandé comment arriver au Canada. Et puis en bleu, certains qui ont regardé les permis étudiants et en orange, ceux qui se sont intéressés à trouver des services d'immigration. Donc, vous voyez que cette ligne en bas est le chiffre par mois et les permis de travail, pardon, excusez-moi, les permis de travail, comme vous voyez, étaient toujours au-delà de plusieurs centaines de milliers. Ça a diminué pendant la pandémie. Les permis d'études ont été assez permanents, peut-être diminués un petit peu récemment. Et les personnes qui cherchent à avoir accès aux services d'immigration sont bien inférieures, plutôt autour de 20 000 par mois, mais assez stable, ce qui signifie que nous voyons un intérêt très stable en termes de recherche d'informations. Maintenant, qu'en est-il du côté des résidences permanentes? Eh bien, vous voyez ici en vert ceux qui se trouvent en dehors du Canada. J'ai trouvé ces informations proviennent des personnes qui ont consulté la page Immigrés au Canada. Et donc ici, nous avons 600 000 visites par mois. Ceci est la moyenne tout au long de ces 3 années. Et avant la pandémie, vous voyez, nous savions qu'un risque de santé commençait à s'approcher. Il y a eu donc à ce moment-là une augmentation, puis cela a décru tout particulièrement. Les personnes étaient moins intéressées, puis cela a commencé à remonter tout au cours de 2020, jusqu'à ce que cela rediminue quelque peu dans les premiers mois de 2021. Donc, j'étais intéressée également à l'idée de voir les personnes qui visitaient ce site depuis l'extérieur du Canada, depuis l'étranger. Eh bien, vous voyez, la suit de manière assez semblable la ligne. Donc, il s'agit d'une courbe assez résiliente tout de même si cela diminue quelque peu, mais nous continuons à avoir plus d'un demi-million de visites par mois sur notre site web, site de l'IRCC qui a été conçu pour que les personnes puissent venir au Canada. Et puis voilà également la courbe des personnes qui s'intéressent aux services d'immigration et qui se connectent aux services d'immigration depuis le Canada et depuis l'extérieur du Canada que vous voyez en bleu.
Maintenant, pour conclure, je crois il me reste 5 minutes. Oui, 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 Daniel, excusez-moi, je crois qu'il ne nous reste que 2 ou 3 minutes. Mais aucun problème, aucun problème. Donc, pour une fois que j'avais mes diapositives, j'ai pu rester dans les temps. Donc, de manière générale, eh bien, les perturbations continuent. L'IRCC continue, ne ménage pas ses efforts pour répondre aux exigences du gouvernement du Canada. Et est-ce que l'IRCC va y arriver ou non? C'est difficile à dire, mais peut-être que nous allons pouvoir y arriver, je pense, car nous avons vu de nombreuses améliorations dans les entrées express et ce en février, le 13 février. Et puis des admissions en termes de résidence permanente en janvier 2021 ont atteint les 26 000, le chiffre de 26 000. Maintenant, il est vrai que le marché du travail continue d'être une question à l'ordre du jour et je n'ai pas le temps malheureusement de m'étendre sur la vaccination qui va éventuellement avoir des répercussions. Cette diapositive se concentrait tout particulièrement sur le marché du travail, mais je préfère m'étendre sur cette dernière diapositive. Comment préparer 2021 depuis 2022 pour ne pas répéter ce qui s'est passé dans les années 90? Utilisons nos connaissances du passé pour ne pas reproduire ces cicatrices économiques ou ce traumatisme économique dont j'ai parlé auparavant. Donc, ce qui est important ici, c'est de reconnaître le problème. Nous avons un défi face à nous. Comment allons-nous y faire face? Et j'imagine que vous êtes le groupe justement qui ont cette possibilité d'informer les immigrants avant leur arrivée. Et car personnellement, je pense que le plus important, c'est qu'ils soient au courant de ces défis. Ils ne devraient pas arriver au Canada avec des attentes irréalistes. Ils doivent savoir que ces défis peuvent être permanents et pas dans chaque secteur. Évidemment, nous continuons à avoir des secteurs sur le marché du travail qui sont ouverts, ou qui fonctionnent et sont durables, mais nombre d'entre eux vont connaître des véritables gageurs. Donc, il est indispensable de pouvoir travailler avec les conseils d'emploi des immigrants, le secteur privé, articuler des partenariats à différentes échelles également, depuis les services avant l'arrivée, les échelles locales, provinciales, nationales, afin d'avoir une véritable conversation pour aider tout le monde à penser comment aider les nouveaux arrivants et les aider à faire face à cette situation difficile. Et puis, utiliser de plus en plus une sorte d'intelligence du marché du travail qui est de plus en plus utilisée et qui aide les nouveaux arrivants. Je suis désolée que je ne puisse pas m'étendre sur cette question, mais je pense qu'il y a quelque chose de très important ici et vous êtes le groupe qui peut véritablement en tirer profit. Je vais donc m'arrêter là. Je vais cesser de partager mon écran et rendre la parole à Abra et Kathleen. Merci infiniment, Daniel. C'était véritablement très intéressant et félicitations pour terminer pile dans le temps imparti et avoir une présentation qui répond exactement au point que nous souhaitions traiter et voir comment vous avez pu mettre en lumière l'importance d'utiliser l'expérience des années 90 pour que cela ne se répète pas dans les
les années à venir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vos recommandations et j'ai particulièrement apprécié celle concernant le travail en partenariat. Maintenant, tel que vous l'avez dit également, euh, j'ai vu également depuis l'extérieur votre travail et j'ai eu la chance de voir certains services avant l'arrivée en dehors du Canada, avant la pandémie. Donc, j'espère que je pourrai y retourner à un moment pour m'assurer que que ces services continuent d'informer les immigrants afin qu'ils puissent prendre une décision euh, avertie, car je suis tout à fait d'accord avec vous, Daniel. Le fait d'être informé permet aux nouveaux arrivants de mieux se préparer et donc de mieux s'intégrer. Partenaires qui sont ici aujourd'hui. Merci à nos fournisseurs de services avant l'entrée pour votre travail achevé tout au long des dernières années. Vous continuez à faire preuve de résilience en cette période sans précédent. J'aimerais également remercier nos partenaires clés qui sont présents aujourd'hui, c'est-à-dire des collègues des provinces et des territoires, des organismes cadres, les fournisseurs de services après l'entrée et les collègues de l'Emploi et Développement social Canada. So building these connections within and Pour beyond. construire ces connexions et au-delà de nos entités est indispensable de les articuler avec le secteur privé afin de mieux recevoir les nouveaux arrivants. Pour reprendre et rebondir sur l'aperçu donné par Daniel et ses recommandations, j'aimerais partager avec vous certaines informations de l'IRCC et les recommandations pour le secteur. Donc, vous avez clairement répondu à de nombreuses questions en termes de volume. Les restrictions de voyage sont toujours présentes et il est difficile de penser le futur avec certaineté. Mais nous devons, en dépit de tout cela, continuer à travailler ensemble et préparer un système faisant face à ces différentes gageurs. Le plan de l'État, la demande de l'État, évidemment, vont apparaître tout particulièrement lorsque les restrictions vont commencer à diminuer, ce à quoi nous devons nous préparer également. L'immigration est une part importante de la récupération économique du Canada après la COVID, et nous avons vu certaines projections qui allaient s'améliorer en 2021-2022. Engagé à travailler pour l'atteindre. Compte tenu de l'évolution du contexte de la santé publique, il n'est pas certain quand les restrictions liées au déplacement et aux frontières seront levées. Des travaux sont toutefois en cours pour plusieurs fronts au sein des ministères fédéraux pour maximiser les admissions au Canada. Donc, comme je le disais, nous voyons des cohortes qui sont déjà au Canada et qui seront priorisées, telles que les étudiants internationaux, récemment diplômés, ou les travailleurs qui souhaiteraient rester au Canada pour en faire leur pays définitif. Du gouvernement. Ainsi, nous avons apporté des modifications au système entrée express et mettons à jour d'autres politiques, y compris celles relatives à l'établissement, pour nous aider à atteindre notre objectif de 4,4% des immigrants francophones hors du Québec d'ici 2023. Ces nouveaux arrivants francophones et bilingues contribueront à notre développement économique alors que nous sortons de la pandémie, mais ils joueront également un rôle important dans le maintien du caractère bilingue de notre pays. L'IRCC
et son programme cadre de renouvellement des nouveaux arrivants propose également un modèle de partenariat grâce à un guichet unique pouvant fournir à différents nouveaux arrivants les informations dont ils ont besoin. Entre 2019 et 2020, les clients francophones qui ont contacté les services avant l'arrivée ont doublé par rapport aux années précédentes. 41% des immigrants francophones s'installant à l'extérieur du Québec ont reçu des services d'établissement avant leur arrivée. De ce nombre, 64% ont été servis par un organisme francophone fournisseur de services. So that's really an impressive. Donc, c'est véritablement très impressionnant, un jalon très important. Puis, il y a également l'importance de continuer avec les territoires et les provinces pour continuer à avoir des services d'établissement de qualité et des intégrations des nouveaux Canadiens au fur et à mesure que ces efforts continuent à travers des formations linguistiques et la complémentarité de services existants. Eh bien, nous pouvons fournir de meilleurs accès aux langues officielles. Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur et les services avant l'arrivée? Il s'agit d'un sujet très important pour les mois à venir. Nous allons devoir évaluer l'augmentation des demandes entre 2021 et au-delà, afin de pouvoir fournir les services et répondre à la demande que nous imaginons croissante. Et le travail avec l'OIM afin de développer, nous travaillons également avec l'OIM afin de travailler des outils plus précis et plus pertinents à l'étranger également, afin de mieux prévoir cette demande et également au sein du pays. Certains d'entre vous ont dû assister au webinaire qui a eu lieu en février sur les questions de vaccination pour la COVID, contre la COVID, et ce pour le secteur de l'établissement en particulier. Nous aurons d'autres webinaires et initiatives à l'avenir, donc nous comptons sur votre support pour transmettre ces informations. Travail de lutte contre le racisme et le rôle que le secteur des services d'établissement joue à cet égard. Les partenariats d'immigration locale, les réseaux en immigration francophone ont travaillé pour répondre au racisme et à la discrimination depuis des années, également travaillé de manière très importante le racisme des établissements qui ont augmenté en raison de la pandémie. Avec les services avant l'arrivée, l'immigration commence. L'idée étant de trouver des participants complets au sein afin de mener une vie au Canada dans tous les différents secteurs culturels, le marché du travail, etc. Et afin également de gérer les attentes lorsqu'ils arrivent au Canada. Les services d'établissement ont montré que les services avant l'arrivée ont été clés et fonctionnent parfaitement pour que les nouveaux arrivants soient prêts et s'installent correctement, notamment 80% sont mieux préparés, 87% ont clairement dit qu'ils savaient où demander des services. Donc, nous voyons véritablement la différence et cela va devenir de plus en plus important avec les défis qui nous font face. Depuis le début de la pandémie, nos 16 services avant l'arrivée ont fait preuve de résilience et de compétences et sont devenus des éléments et des services charnières pour fournir nos services. En 2019-2020, à peu près 6 000 personnes ont eu accès au minimum à un service avant l'arrivée, et des services qui
reçoivent des clients et les clients francophones ont doublé, comme je l'ai indiqué déjà, pendant ces dernières années et ces services vont être de plus en plus critiques pour les nouveaux arrivants afin qu'ils aient une bonne compréhension de ce qui arrive et juste pour que vous, juste pour, clore, et encore une fois, je souhaite remercier tout le travail que vous avez fait et réalisé. Merci, pour avoir fait face à tous ces défis et ce, avec résilience et compétence. Les services avant l'arrivée s'assurent que les nouveaux arrivants soient mieux préparés et connaissent les services à leur disposition. Donc encore une fois, merci beaucoup. So Okay. thank you so much, Professor Danielle and Caitlin, for an excellent presentation. That was Merci beaucoup à vous deux pour vos présentations. Votre présentation, monsieur le professeur, a été très pertinente. Vous avez tous deux parlé du fait que la pandémie a beaucoup affecté l'immigration. Le temps est arrivé pour la foire aux questions, mais avant cela, je voudrais vous rappeler plusieurs choses. D'abord, si vous avez une question, vous passez à Slido et vous écrivez votre question là-bas. Et la question sur laquelle on va voter le plus montrera le numéro de l'événement pour Slido se trouve sur votre écran. Malheureusement, on ne pourra pas mettre les sessions dans la boîte à clavardage public, donc nous vous encourageons à poser votre question sur Slido. Si vous voulez diriger la question à un orateur, mettez leur nom dans la question et encore une fois, on pourrait dépasser un peu le temps pour nous adapter à plusieurs questions, peut-être pas aussi, nous verrons, mais aussi, étant donné les limitations de temps, il se peut qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions, mais on prend note pour pouvoir retourner à ces questions plus tard. OK, alors, Daniel et Caitlin, êtes-vous prêts tous les deux pour les questions? Oui. OK, alors la première est pour Daniel. Daniel, donner de l'information à nos clients par rapport aux réalités de l'établissement et l'intégration, c'est quelque chose d'essentiel pour les préparer. Avez-vous des suggestions par rapport à comment le faire? Oui, c'est peut-être la question la plus importante, au moins par rapport à ce que j'ai dit. Quand on identifie des défis, que faire avec? Des points antécédents tout d'abord. Les immigrants qui vont passer par l'immigration au Canada, ce n'est pas un problème, c'est des gens qui sont déjà au Canada, ils savent quel est l'aspect du marché de travail, beaucoup d'entre eux ont un emploi, donc on peut mettre ce groupe de côté en fait. Mais le groupe, bien évidemment, pour lequel cette question est pertinente en particulier, c'est ceux qui viennent du Canada de l'extérieur. Que doivent-ils savoir? Et mon point de vue personnel est que ces gens doivent être traités comme des gens qui peuvent absorber de l'information réelle. On doit leur donner de l'information réelle. Et aussi, troisièmement, personne ne fait une immigration au Canada en général. Ils arrivent à une ville, à une région du Canada. Donc, l'information devrait être faite à la mesure des sites spécifiques où les immigrants vont aller. Je pense qu'ici, on doit avoir un partenariat plus fort entre immigration et Emploi Canada pour savoir ce qui se passe à travers le Canada, où sont les emplois, et ce qu'on sait, que même lors de la récession, il existe des domaines de la main d'œuvre qui sont plus en demande et d'autres qui le sont moins. Et les immigrants potentiels devraient le savoir. Et je sais que ce qu'IRCC est en train de faire et qu'ils font un partenariat avec l'université Stanford pour recueillir et fournir davantage d'informations par rapport aux occasions que l'on a au Canada au niveau plus local. Je pense que cela devrait être accessible
accélérer le recueil d'informations côté renseignement. Et la chose la plus importante est qu'il faut le communiquer aux gens qui vont donner les conseils. C'est-à-dire, c'est formidable si l'IRCC obtient l'information, mais d'une façon ou d'une autre, cela doit partir vers les gens qui sont dans vos circonstances, d'être des gens de première ligne qui aident les nouveaux arrivants quand ils planifient leur trajet au Canada et ils arrivent au Canada. Donc, l'information spécifique au secteur, à la région, et cela dans le plus grand message par où il s'agit d'un temps difficile, d'un temps inusuel, où on a un marché de travail très compétitif au Canada. Les Canadiens même essaient de rentrer à nouveau dans le marché de travail. Les nouveaux arrivants arrivent à cette situation difficile. Donc, c'est une partie du message. Et l'autre partie du message serait, je veux que vous sachiez que le marché du travail n'est pas égal. Il existe des différences régionales et sectorielles et on peut vous aider avec cela si vous allez à cette page web ou l'autre page web qui a ce genre d'informations. Voilà le genre de choses que je suggérerais. OK, merci. On a une question. Je pense que c'est plutôt pour Caitlin, mais si vous ne pouvez pas en faire des commentaires, faites-le nous savoir. Comment pouvez-vous réassurer que les gens qui vont recevoir leur CRP, comment les réassurer s'ils ont peur de perdre leur situation? C'est clair que, bien évidemment, on a des collègues dans le ministère. Je suis responsable de l'établissement et l'intégration et non pas du processus d'immigration en soi. Mais je dirais que, bien évidemment, le gouvernement a des niveaux très ambitieux dans ses plans. Et bien évidemment, notre intérêt est de faciliter l'entrée des gens au Canada. Maintenant, les détails, comment cela va être géré, etc., je ne pense pas que ça serait responsable que je parle de cela. Je ne suis pas la source d'information pour cela, mais fournir l'assurance par où il est clair que le gouvernement du Canada est engagé à faciliter l'entrée des gens au Canada. Et en ce qui concerne fournir de l'information là-dessus, c'est bien évidemment quelque chose d'essentiel. Donc, si nous faisons un suivi supplémentaire, si on a des messages supplémentaires, parce qu'on a eu une quantité massive de travail et de mesures spéciales, etc., qui ont été mises en place pour aborder les besoins et les attentes de gens qui viennent au Canada. Donc, je vais laisser les choses là. Merci. Et je voulais dire aussi, je pense qu'il y a une autre question là, désolé. Oui, je pensais que vous aviez terminé. OK, alors, pour le professeur Ebert, est-ce que vous pourriez parler de l'impact de la récession de 1990-1991 sur les diplômés récemment au Canada quand ils comparent cela aux nouveaux arrivants? Bon, là, il y a deux composantes. C'est compliqué pendant et après la récession. Donc, pendant la récession, je dirais que l'impact était à peu près égal. La récession a rendu que ça soit très difficile pour tout ce qui allait rentrer dans le marché du travail, qu'il s'agisse d'un nouvel arrivant ou d'un étudiant récemment diplômé d'une institution canadienne. La situation était difficile pour tout le monde, pour tout ce qui allait rentrer dans le marché du travail. Première moitié. Deuxième moitié, qu'est-ce qui s'est passé après la fin de la récession? Et ce qu'on a vu, je n'aime pas le dire, mais une cicatrice permanente de la population immigrante, mais pas une cicatrice de la population née au Canada. Ils ont rattrapé avec le temps, mais pour les immigrants, comme vous l'avez vu sur le graphique, c'est très triste, mais même après cette situation, après 20 ans, même on a vu un écart dans les résultats par rapport aux gains pour les immigrants.
ceux qui sont arrivés au début des années 90. Donc, des effets immédiats sont les mêmes, mais à long terme, les effets ont été différents. Merci. Prochaine question. Ce n'est pas dirigé à l'un d'entre vous, mais sentez-vous libre de répondre, qui que ce soit qui puisse le faire. Pourriez-vous parler davantage sur la vision pour s'axer sur la lutte contre le racisme? Oui, je vais parler et Daniel aurait une perspective de valeur. La lutte contre le racisme, comme je l'ai mentionné lors de mes remarques, beaucoup d'organismes du secteur d'établissement ont fait beaucoup de travail dans ce domaine. Ce n'est pas un nouveau domaine pour nous, mais c'est un domaine en évolution et on se concentre vraiment à cela. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est quelque chose en évolution, n'est-ce pas? On est en train d'analyser ce qu'on offre dans nos services, notre façon d'être organisé, notre personnel, à IRCC même, les éléments de lutte contre le racisme et l'existence du racisme. C'est quelque chose qui est toujours là, mais il existe un dévouement très, très réel à aborder le racisme. C'est énorme, dirais-je, et ça va prendre du temps pour y travailler. Et je voudrais dire des choses. En décembre, nous avons eu une session avec le secteur de l'établissement, soit le Conseil d'intégration et d'établissement, première conversation. On a une assemblée publique concernant le racisme avec le ministre Mendicino et monsieur le ministre Taggart au printemps. Et je voudrais aussi indiquer que l'innovation de notre livraison de services s'est concentrée au racisme aussi. Projet pilote, etc. Il y a beaucoup d'activités dans cet espace. Et pour terminer, j'imagine que je voudrais dire qu'il s'agit d'une conversation continue avec le secteur et nous allons continuer à avoir un dialogue avec le secteur par rapport à toutes les composantes différentes de cette stratégie de lutte contre le racisme. Et je voudrais ajouter quelque chose de rapide là-dessus. Caitlin l'a discuté très bien, mais ce que je voudrais dire est que la lutte contre le racisme est une question partout au Canada. C'est là où l'immigration arrive à la société en général et les initiatives doivent avoir affaire avec tout le monde. Le racisme est un problème de tout le monde, non pas avec les nouveaux arrivants en soi. Les nouveaux arrivants entrent dans une situation qui a ces problèmes, mais c'est une éducation pour tout le monde. Il faut aller au-delà de parler de cela comme cela étant un enjeu d'immigration. Merci. Prochaine question, c'est pour Caitlin. Quel rôle pensez-vous que l'IRCC peut prendre pour aider à gérer les attentes des nouveaux arrivants vis-à-vis la formation des nouveaux arrivants et le secteur concernant les défis? Savez quoi? Dan, ça m'intéresserait de savoir ce que tu penses là-dessus parce que oui, cela est clé vraiment. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est quelque chose par rapport à quoi nous sommes dans le processus de l'analyser. Comment mieux aider à gérer les attentes? Comment mieux former les nouveaux arrivants par rapport aux défis? L'espace avant l'arrivée est quelque chose qui est en train de croître pendant les dernières années, c'est-à-dire la reconnaissance par où c'est quelque chose d'essentiel. Et je dirais aussi, j'imagine, que du point de vue du processus de l'immigration en soi, essayer d'assurer, par exemple, que les qualifications acquises à l'étranger, leur reconnaissance, c'est une partie très importante de cet enjeu des attentes versus la réalité. Et je vais le laisser à ce niveau élevé. Et peut-être Daniel pourrait parler de ce qu'on devrait faire et qu'on n'est pas en train de faire maintenant.
il faut donner de l'information réelle aux immigrants. Il faut tout d'abord recueillir les données. On ne donne pas vraiment aux immigrants potentiels de l'information sur les tendances du marché de travail, surtout au niveau régionalisé. Mais on ne peut pas donner des centaines de graphiques aux immigrants, donc il faut penser très attentivement à comment présenter l'information de façon que l'on peut digérer. Donc, il faut donner l'information aux gens, emballée d'une façon qu'ils puissent comprendre et sur quoi ils pourront agir. Voilà mon point de vue. Merci. On a cette question et je pense que le professeur Dan va pouvoir la répondre, mais Caitlin, sentez-vous libre de parler. Comment est-ce que les services d'établissement devraient évoluer étant donné le nouveau mélange d'immigrants et l'intégration au marché de travail des immigrants? Ça devient de plus en plus urgent. Alors, comment faire évoluer les services d'établissement? Je pense que ta perspective aurait beaucoup de valeur. Encore une fois, c'est un point essentiel et je dirais qu'en ce moment-ci, il s'agit de spéculation du point de vue de ce que ce mélange voudra dire pour nos services et l'intégration au marché du travail. Ce qu'on est en train de faire est d'analyser de près, c'est-à-dire il existe des choses que nous pensons pourraient être plus importantes, par exemple l'évaluation des besoins, ce genre de variants. Mais ça sera très essentiel quand les choses se passent d'obtenir les meilleures données que nous pouvons et en grande partie, ça sera en partenariat avec le secteur pour nous aider à éclairer ces changements plus grands. Peut-être, Dan, dans l'intérêt du temps, tu devrais faire un commentaire. C'est intéressant que tu viens de parler quelque chose que j'allais dire. En fait, on a des données meilleures qu'auparavant. Dû à la mise en œuvre de iCare. Et l'autre chose, je sais que nous le savons tous, mais c'est utile de le dire de temps en temps à voix forte. Connaissez ce que disent les gens qui travaillent en immobilier. Le site. Moi, je pense qu'il faut parler de la langue. Les programmes doivent être accessibles aux besoins personnels et aux besoins côté marché de travail pour les nouveaux arrivants. Je sais que l'IRCC est en train d'évaluer ces systèmes de libellé en ce moment. Je ne puis suffisamment souligner le fait que cet aspect des services d'établissement doivent travailler encore mieux que maintenant pour assurer que les nouveaux arrivants puissent communiquer de façon efficace le plus vite possible côté langue. On a d'autres questions qui sont arrivées, mais malheureusement, il est midi. Donc, nous allons conclure notre foire aux questions pour cette session et l'on pourra retourner à ces questions plus tard. Désolé. Je veux vous remercier encore une fois le professeur Dan Hibberd et Caitlin Imrie pour vos présentations et pour avoir partagé des idées tellement importantes. La session a terminé et nous attendons avec impatience de vous avoir à notre prochaine session qui commence exactement à 1h, heure normale de l'Est. Pour l'instant, profitez de votre pause et allez voir les vidéos. Au revoir à tout le monde. Merci. Merci.